Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Godard, personnellement, c'est sans doute le cinéaste que je connais le mieux au monde, pour des raisons, si vous voulez, compliquées, enfin longues, puisque je l'ai édité. Si vous voulez, moi, pendant 20 ans, j'allais en Suisse. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu et je ne me suis jamais fâché avec lui, ce qui est exceptionnel. Parce que Godard se fâche avec les gens quand, au bout d'un moment, il en a marre. Et jusqu'à présent, en tout cas, on est resté à peu près en bons termes. Et donc, effectivement, c'est l'œuvre que je connais le mieux, et tout particulièrement les années 60, même si pour moi, les années 90, c'est hyper important. Enfin, pour moi, Je vous salue Marie, Passion, c'est des très très grands films. Mais pour comprendre la genèse, pour comprendre tout simplement comment Godard invente son cinéma, c'est bien de partir du début. Alors, à bout de souffle, il faut revenir un peu à la réalité. C'est-à-dire, à bout de souffle, aujourd'hui, c'est un film qui est tellement estampillé, tellement mythique, qu'on a l'impression que au moment même où il le fait, Godard sait déjà qu'il fait un film génial, et c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que Godard, quand il fait ce film, il est en danger permanent, y compris que le film ne se finisse pas. C'est-à-dire le producteur, à un moment, se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce type il vient pas sur le tournage, certains jours, il n'a pas de dialogue écrit avant le jour où il tourne ». Beauregard avait très très peur. Et il a fallu, heureusement, que Godard avait comme ami Truffaut, qui venait de faire une réussite fulgurante avec les 400 coups, et donc Truffaut disait à Beauregard « non, non, tu verras, ça va être bien ». Mais je ne sais même pas si lui le pensait, si vous voulez, ça. Alors, je raconte vite un peu avant, à bout de souffle. Bon, Godard, vous le savez, a travaillé un peu au Cahier du cinéma, mais c'était un second couteau. Il ne faisait pas partie du noyau des gens qui étaient importants au Cahier. Les gens qui étaient importants au Cahier, c'était Rohmer, Rivette. Voilà, c'était pas lui. Parce que lui, il était assez évanescent. C'est-à-dire, parfois, il passait au Cahier, puis parfois, il disparaissait, parfois, il revenait. Et il n'a jamais écrit... Il a écrit très rarement des très grands textes. On lui donnait des petits textes à écrire. Et il avait conscience, j'en reparlerai parce que ça c'est très important par rapport à son cinéma, il avait conscience que les autres avaient le grand style français. Rohmer écrivait des grandes phrases, etc. Et lui, c'était pas son truc. La linéarité, c'était pas son truc. L'enchaînement des phrases, c'était pas son truc. Donc du coup, il faisait au Cahier ce qu'il savait faire. C'est-à-dire, il partait dans un festival et il faisait des choses très très montée, courte, coupée, rythmée, si vous voulez. Déjà, son style en tant que rédacteur des cahiers n'était pas le style des autres. Et les autres doutaient un peu de lui. C'est-à-dire que, sérieusement, quand ils ont compris que Godard allait faire un film, les autres, ils auraient parié sur Rivette. Ils étaient sûrs que Rivette serait un grand cinéaste. Ils étaient sûrs que Rohmer serait un grand cinéaste, mais pas Godard. Godard, il se méfiait en disant « qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il va nous faire comme un film ?» Alors, l'histoire du film, après j'en parlerai plus en détail, elle est liée directement à la réussite de Truffaut. C'est-à-dire que quand Truffaut va à Cannes et que d'un seul coup, les 400 coups fait un bruit énorme et lance un peu la nouvelle vague, si vous voulez, Truffaut était assez ami avec Godard, mais pas pour des raisons de cinéma ou de style, etc. Ils étaient amis humainement, c'est-à-dire ils s'entendaient bien alors qu'ils étaient à l'opposé. Truffaut était plutôt un fils de pauvre, enfin, Truffaut n'était pas du tout, alors que Godard était quand même un fils de riche, suisse, etc. Donc normalement, ils n'auraient pas dû bien s'entendre, mais ils s'entendaient bien sur des points comme ça. Ils avaient les mêmes passions pour les mêmes films. Et ils allaient aussi, je trouve ça très, très bien, parce qu'au Cahier, c'était pas trop le genre, ils allaient voir les petits films français, genre Le Triporteur ou des trucs comme ça, et ils n'osaient pas le dire aux autres. C'est-à-dire qu'ils allaient ensemble voir des films
tout à fait comme ça, des petits films français, parce que ça leur plaisait. Puis ils allaient voir les actrices aussi, parce que tous les deux étaient dans un rapport de l'époque, hein, c'est-à-dire sur les femmes. C'est-à-dire que Truffaut et Godard avaient des points communs, sauf que Truffaut était beaucoup plus dégagé. Godard était timide, était introverti, et Truffaut, c'était le contraire. Mais du coup, ils s'épaulaient, si j'ose dire, l'un l'autre. En tout cas, quand Godard comprend que les 400 coups va tout changer dans la production, il n'avait même pas l'argent de prendre un billet de train. Il était à Paris et il râlait, il disait pourquoi ils sont tous à Cannes et pas moi, j'ai pas les moyens. Il a trouvé un peu d'argent, il est parti à Cannes. Et là, Truffaut a été très fidèle. C'est-à-dire Truffaut et Chabrol ont écrit à Beauregard en lui disant il y en a un parmi nous, c'est un petit jeune, il n'a rien fait, mais il est génial, et il faut produire son film, mais il faut produire un film de lui. Mais il n'y avait pas de film de lui. C'est-à-dire que Godard avait des vagues scénarios, mais il n'avait jamais écrit vraiment quelque chose de près. Et du coup, Truffaut lui a dit je te donne un scénario, ou je te le vends pour presque rien. Et il lui vend le scénario d'À bout de souffle, qui avait été écrit avant les 400 coups. Et très généreusement. C'est-à-dire qu'après, d'ailleurs, quand ils se fâcheront, ça sera un des sujets de dispute, c'est-à-dire tu es nul, je t'ai fait cadeau d'un scénario qui t'a rapporté beaucoup d'argent et tu n'en as pas eu la reconnaissance, enfin bon, les trucs classiques. En tout cas, c'est clair que Godard ne veut pas être en retard sur Truffaut, et il sent qu'il est en train d'être en retard, et du coup il prend le premier scénario que Truffaut lui donne et il dit je le tourne tout de suite. Il n'était pas prêt. Je veux dire, donc Beauregard fait confiance. Après, il va le regretter à Truffaut et dit je vous produis. Mais il se méfiait parce qu'il voyait bien que ce type était bizarre. Et ça veut dire que ça, on l'oublie toujours. Ce film qui apparaît aujourd'hui comme un film fondateur, comme un film, si vous voulez, d'affirmation, n'était pas du tout ça. C'est devenu après un film mythique, mais à l'époque, c'était pas du tout ça, au contraire, c'est-à-dire même les acteurs, à un moment, se demandaient s'ils allaient rester sur le tournage. Jean Seberg, quand elle a vu la taille de l'équipe et de la caméra, elle a failli repartir, si vous voulez. Elle s'est dit, c'est pas sérieux. Et après, elle a vu quand même comment Godard travaillait, et là, elle est revenue sur son impression première, et elle a compris qu'il se passait quelque chose. Belmondo, lui aussi, ne savait pas trop ce qu'il faisait là-dedans. Et à un moment, l'histoire est assez belle, Belmondo dit à son agent « Je pense que ce film ne sortira jamais ». Et son agent lui dit « Tant mieux pour toi ». C'est-à-dire, sentiment que c'était pas... Voilà. Donc ça veut dire que et Godard lui-même, même s'il faisait un peu semblant, il ne savait pas s'il finirait le film. Et il ne savait pas si ça serait un film. C'est-à-dire que tout ce qui après a été versé au crédit de Godard et du film, l'invention formelle, etc., à l'époque, les gens ne voyaient que les défauts possibles de ce film. Et Godard avait déjà fait deux courts-métrages, mais sur la longueur d'un long, il ne savait pas s'il réussirait à faire le film ou pas. Mais alors Godard, là-dessus, il est comme Carax. C'est-à-dire que, enfin, plutôt Carax, c'est comme lui. Il a compris un truc, c'est que à l'époque, et pour avoir un statut de cinéaste, il fallait avoir le film, mais il fallait aussi créer sa propre image de génie, etc. Donc il l'a fait. Carax, après, l'a copié beaucoup sur ça. C'est-à-dire, il ne suffit pas de faire un film, il faut faire aussi une image géniale de cinéaste. Il faut vendre les deux en même temps. Et là, Godard, même si, quand il savait qu'il n'était même pas sûr que le film sortirait, il gérait déjà son image de génie qui arrive comme ça dans le cinéma français. Donc, ça a duré très longtemps, cette histoire, puisque quand Godard est entré en montage, tout le monde doutait encore que ça serait un film. Alors, la chance qu'il a eue, enfin, si on peut dire, c'est qu'il est tombé sur Belmondo, qui à l'époque était inconnu, Belmondo, et quand même Godard a vu tout de suite
le parti qu'il pouvait tirer de Belmondo. Et surtout, il est tombé sur Raoul Coutard. Raoul Coutard, parce que finalement, si on regarde les années 60, le cinéma qui s'invente dans les films de Godard, c'est un cinéma Godard-Coutard. C'est-à-dire, si, imaginons que Godard n'ait pas rencontré Coutard et travaillé avec un chef-op de l'époque, Godard ne serait pas Godard. C'est-à-dire qu'il y a eu entre ces deux hommes, il y a eu un truc incroyable. Ils n'étaient pas faits pour s'entendre. C'était un baroudeur, il avait fait la guerre et tout ça. C'était un cinéaste de guerre. Et Godard, c'était le contraire. Mais quand ils étaient en train de faire un cadre et un éclairage, c'était un couple parfait, si vous voulez. Et à eux deux, et puis Godard aimait chez Coutard à l'époque le fait que, comme il n'avait pas fait de vrais films normaux, il s'en foutait quand Godard lui disait « je m'en fous de la norme, je m'en fous, voilà, on va filmer comme on veut filmer », c'est-à-dire on n'a pas de contraintes, disons, qui seraient déterminées par le code de ce que font les autres. Et en plus, Coutard avait un autre avantage, c'est qu'il était très costaud, et que comme il avait fait des films de guerre, il était capable de marcher avec la caméra à l'épaule, de filmer comme ça à l'arrache. Et du coup, ça, évidemment, Godard a compris que c'était ce qu'il lui fallait pour inventer quelque chose dans un bout de souffle. Et donc, voilà, le film s'est fait comme ça. Coutard, moi j'ai beaucoup connu Coutard. Quand il parle de cette époque, il disait « je voyais bien qu'on était en train d'inventer quelque chose, mais lui n'en avait pas conscience, si vous voulez. Godard peut-être un peu plus, et encore. » Et du coup, Godard, dans les années 90, quand il fait Passion, il rappelle encore Coutard pour faire le film avec lui à la lumière. Donc, j'en reparlerai. Et dans ce film, il y a Jane Seberg. Elle, c'est le seul atout qu'il a, Godard. Les autres acteurs sont inconnus, l'équipe technique est inconnue. Jane Seberg, elle n'est pas très connue, mais elle vient des États-Unis. Voilà. Et elle a joué chez Preminger. Donc, Godard a compris qu'il fallait la faire tourner en la voyant jouer chez Preminger dans Bonjour Tristesse. Et donc, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et elle, quand l'attaché de presse de Godard appelle la presse pour dire voilà, je tourne un film, quand il dit Belmondo, personne ne connaît. Quand il dit Jane Seberg, il y en a qui connaissent un peu. C'est-à-dire c'était son seul atout commercial, si on peut dire, c'était Jane Seberg. Et elle a mis un peu de temps à comprendre ce qui se passait, mais elle a compris. À un moment, elle a compris que finalement, c'était pas, voilà, que c'était la précarité du matériel, il n'y avait pas de projecteur, il y avait tout ce... Elle était habituée quand même à Hollywood, puisque quand même, Preminger, c'était des gros moyens. Elle arrive là, c'est ce qui arrivera plus tard aussi, quand Godard fera jouer Adjani. Adjani, elle arrive sur le plateau, et elle voit l'équipe, et elle voit la caméra, et elle dit, elle tourne une semaine, elle part. Elle dit, c'est pas un film. La caméra est trop petite, ils sont 4, c'est pas du cinéma. C'est-à-dire, elle quitte le tournage. Ça arrangeait bien Godard, parce qu'il a compris aussi qu'il s'était trompé en choisissant Adjani. Donc, du coup, ils se sont séparés malgré tout à l'amiable, chacun reprenant ses billes. C'est plutôt ça l'histoire. En tout cas, là, elle, non. Elle a failli partir, mais à un moment, elle a été prise parce que ce qui était évidemment à l'époque, pour un acteur impossible, c'était quand il demandait le dialogue et que Godard disait ben, tu l'auras demain matin ou tu l'auras 1 heure avant la prise. C'est-à-dire Godard, dès le début, il a travaillé comme ça et évidemment, pour les acteurs de l'époque, c'était impossible. Il n'y avait aucune sécurité et le producteur devenait fou là, sur ça. Le producteur devenait fou, il courait après Godard en disant je veux le texte au moins de demain. C'est-à-dire, je veux au moins le dialogue de demain. Et en fait, tout ça, c'est des peurs absurdes, puisque Godard a toujours écrit tous les dialogues, sauf qu'au lieu de les donner un mois avant, il les donnait la veille. Il les mettait dans la chambre de l'hôtel, ou alors il les donnait le matin quand les acteurs arrivaient. Moi, j'ai vu tourner Sauf qu'il peut la vie, c'est clair que Isabelle Huppert, quand elle était très tranquille,
Elle savait que le dialogue, elle l'aurait, qu'elle aurait 1 heure pour l'apprendre et que ça suffisait. Donc voilà, je pense que Ginsberg, à un moment, elle a compris ça aussi. Bon, je parle trop, on va voir le film et après on échangera plus, sinon il n'y aura pas de film si je parle pendant 2 heures. Bon, je commence par la fin, puisqu'en fait, pendant que Godard tournait le film, il ne savait pas s'il voulait tuer Belmondo ou pas. Dans le scénario de Truffaut, il se suicidait en prison. Enfin, il était chez les flics, il se suicidait. Et Godard a hésité jusqu'au bout. Et bon, il était en mauvais état, Godard, quand il faisait ce film. Hein, c'est-à-dire, il n'avait pas d'argent, il était déprimé. C'est-à-dire que finalement, son état personnel fait qu'à la fin, il décide de faire mourir Belmondo, mais il a hésité jusqu'à la dernière semaine pour prendre cette décision. Il avait pensé, l'autre solution aurait été que Belmondo va dans la voiture du type là, et ils partent, et elle l'aurait regardé partir au bout de la rue. Donc ça voudrait dire que ça restait ouvert de savoir s'il allait être attrapé par la police ou pas, en gros. Bon, alors je reviens un peu sur des choses dont j'ai parlé au début, notamment sur si vous voulez, le fait que quand Godard fait ce film, il ne se dit pas « je vais faire un film révolutionnaire, je vais bouleverser le cinéma ». Il pense qu'il fait un petit film normal. Et l'invention, entre autres, va venir au montage. Donc, il s'installe au montage avec sa monteuse, qui était une femme assez extraordinaire, c'était Cécile Descugis. Et après, elle a fait de la prison parce qu'elle avait aidé le FLN. C'était une militante. Et donc, du coup, elle a eu une période après dans sa vie où elle n'a pratiquement pas monté. Donc, il monte le film. Elle monte le film avec Godard et ils s'aperçoivent que le film fait plus d'1h30 monté. C'est-à-dire, et c'était évidemment à l'époque impensable de sortir un film d'1h30. Et donc, évidemment, personne n'en veut, le distributeur potentiel n'en veut pas. Et donc, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Et Godard a une idée. Il dit, c'est simple, on va couper dans les plans. Et dans les scènes, par exemple, on garde tout, on ne va pas enlever des scènes entières, mais on va couper à l'intérieur des scènes. Je prends un exemple qui est clair, c'est quand ils sont tous les deux dans la voiture décapotable. En fait, le dialogue était en entier, il y avait des plans sur elle et des plans sur lui. Et il dit, on enlève sur lui. On garde que les plans sur elle, on resserre. Ça veut dire qu'ils sont passés d'un film qui faisait plus de 2h30 à ce film qui est normal. Ça n'arrivera jamais plus à Godard, parce que le problème de Godard, c'est le contraire, c'est-à-dire que souvent, à la fin du tournage, il n'a pas de quoi faire un film d'1h30. Souvent, il a 1h15, etc. Donc, la solution, on verra après ça au fil du ciné-club, la solution, dans ces cas-là, Godard, il dit au producteur, vous inquiétez pas, il me reste 4 jours, je vais filmer suffisamment de temps pour faire un film normal, c'est-à-dire un film d'1h30. Et souvent, c'est des scènes comme dans la chambre. C'est des scènes un peu insulaires, si vous voulez, c'est-à-dire un seul décor. Il fait venir ou les acteurs ou d'autres gens, et en une journée, il fait 8 ou 9 minutes de film. Godard avait une capacité de tourner très très vite quand il fallait tourner vite. Souvent, au début des films, par exemple, il n'arrivait pas à tourner, il ne trouvait pas, il était inquiet, et donc il perdait 1 jour ou 2 jours. Mais quand ça partait. C'est-à-dire après, il tournait à une vitesse folle. C'est le cinéaste qui tournait parfois le plus de plans dans une journée par rapport à l'état normal, disons, du cinéma français. Alors, ça veut dire qu'il y a tout un aspect qui, à l'époque, a été pris pour une chose très innovante, qui était une pure nécessité. C'est-à-dire que si il ne s'était pas trompé, si j'ose dire, le film ne serait pas comme il est. Le film ne serait pas coupé comme ça, très très cut et tout. Alors ça dit quelque chose sur la méthode Godard. C'est-à-dire, Godard,
contrairement à René, ou contrairement, il y a des cinéastes qui se disent au moment de commencer un film, voilà, je vais faire un film pas comme les autres, je vais faire un film qui va révolutionner certaines choses. Godard, non. Godard, il veut faire un film normal, il veut faire une série B, il veut faire un film de série B, imité du cinéma américain, et il s'aperçoit qu'au bout, c'est pas ça. Qu'au bout, le film qui finit par livrer n'a rien à voir avec ça. Et Godard a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire Godard n'est pas un conceptuel. Godard ne se dit pas, je vais, voilà, dans ce film-là, je vais faire ceci, cela. Chaque fois qu'il invente, c'est à la rencontre avec le concret. C'est la rencontre avec le réel, avec la matière, avec les problèmes, si vous voulez, qui fait qu'il avance et qu'il innove. Donc ça commence fort avec ce film-là. Alors, je dis vite quand même. Bon, le film a été tourné en 28 jours, hein, donc malgré toutes les craintes du producteur, c'était même très peu. Les films normaux tournaient en beaucoup plus de temps, mais c'était le pari de la Nouvelle Vague, c'était de dire, pour qu'on puisse faire des films jeunes sans être assistant, etc., c'est simple, on va faire des films qui coûtent un tiers du prix d'un film normal. Un tiers du prix, ça veut dire qu'un producteur qui en fait 3, s'il y en a un qui marche, ça suffit, il gagne de l'argent. Et ça a marché. Ça a marché au début, c'est-à-dire que du coup, les producteurs se disaient, après tout, je fais un film de long métrage pour le prix de 2 courts, c'est pas très grave si je me plante. Donc Godard s'est beaucoup servi évidemment de ça, et Godard était d'une loyauté absolue avec les producteurs. Godard n'a jamais dépassé d'un jour le tournage, il n'a jamais dépensé d'un centime le budget. Godard disait il faut vraiment préserver les producteurs, si sans eux il n'y a pas de film. Et en plus les producteurs, Godard adore parler argent, donc du coup avec eux, il avait de quoi dire plus qu'avec les acteurs ou avec, si vous voulez, c'est-à-dire c'était le dialogue concret sur le coût des journées, etc. Godard, ça lui plaît. Et du coup, il a toujours eu des rapports absolument loyaux avec les producteurs. Il ne fait pas partie de ces cinéastes parce qu'après tout, à un moment, il aurait pu profiter de son notoriété et tout et dire, bon, comme je suis un génie, voilà, je vais doubler le temps ou doubler le prix. Il n'a jamais fait ça. C'est une chose qui lui fait horreur. C'était un fils de banquier, hein, donc l'argent, c'était solide pour lui, de banquière plutôt, parce que son père était médecin et sa mère était banquière. Donc l'argent, c'était une chose sérieuse. Et du coup, évidemment, il essayait jamais d'entourlouper les producteurs ni les distributeurs, c'est-à-dire qu'il était toujours absolument réglo et impeccable. Alors, comment on fait un film avec un tiers d'un budget normal de l'époque? Bon, d'abord, on tourne tout en décor naturel. C'est-à-dire ce film-là, il le tourne dans des vraies chambres, si vous voulez, tout ce qu'on voit, c'est des vrais lieux qu'il connaît. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à construire. Et il n'y a presque pas à éclairer, puisque vous avez vu, par exemple, dans la chambre de Patricia, c'est tellement petit qu'on ne peut pas mettre des projecteurs. Donc il mettait des lampes floudes, c'était le début des lampes floudes, hein, comme ça, il mettait quelques lampes floudes, il éclairait par le plafond, et il n'éclairait pas les acteurs, si vous voulez. Il ne faisait pas un éclairage à l'américaine, il faisait un éclairage très pauvre. Donc ça, c'est côté technique. Sur la caméra, ce qui coûte cher au cinéma, c'est le silence, c'est le son. Et à l'époque, avec les moyens dont disposait Godard, on ne pouvait pas faire de son direct. Pour faire son direct, il fallait la Mitchell, qui était une grosse caméra, Blimpé, etc. Avec les petites caméras que Godard utilise, ce n'était pas possible. Et donc, si vous voulez, il décide, comme ça se faisait à l'époque sur les films pauvres, il décide de tourner sans enregistrer le dialogue. Et le dialogue est entièrement fait en post-synchronisation. C'est-à-dire que les acteurs savent très bien quand ils jouent que ce qu'ils disent ne sera pas dans le film, ne sera pas enregistré dans cet état-là, sonore dans le film. Alors, bon, évidemment, Godard invente un truc là qui est magnifique, c'est que les films qui étaient post-synchronisés, il n'y avait jamais de brouillage sonore d'un son qui est censé venir de la rue, par exemple. Et là, il invente ça avant d'avoir les vrais outils, puisqu'après, Godard, disons, au bout de 3-4 ans,
arrive le matériel plus léger, et il va commencer à tourner en son synchrone, et là, il fait ce que les autres cinéastes s'interdisent, c'est-à-dire par exemple, il y a un dialogue, et à ce moment-là passe une voiture ou une ambulance dans la rue, ça couvre le dialogue. Godard, ça ne lui faisait pas peur, au contraire, il aimait ça, il disait après tout, l'acteur, il est confronté à la réalité sonore, c'est-à-dire s'il y a des bruits, voilà. Et alors ici, évidemment, il n'a pas le problème, tous les sons, c'est lui qui les met. Et il fait déjà ça, c'est-à-dire que dans la chambre, par exemple, à un moment, il met des bruits assez forts qui viennent de l'extérieur, qui évidemment sont fous. Les acteurs jouent sans avoir ces bruits-là. L'idée de brouillage sonore qui fait que la voix n'est pas toujours parfaitement, ne sort pas parfaitement de façon audible, il l'invente avec des outils qui n'étaient pas encore faits pour ça. Ce sera ça tout le temps, Godard. Godard ne va pas arrêter d'inventer avec les outils. Dès qu'il y a un nouvel outil, Godard l'achète, l'apprivoise et commence à chercher qu'est-ce que je peux faire avec cet outil-là sur 50 ans. Hein. C'est-à-dire, maintenant, c'est les caméras, les petites caméras digitales. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouveauté, il s'en sert. Il s'en sert parce que ça l'aide à inventer, si vous voulez. Godard n'invente jamais à partir de rien. Godard invente toujours à partir du réel, de la matière, du concret, des accidents, si vous voulez, tout le temps. Ça veut dire que quand on dit Godard est un inventeur de forme, c'est vrai, mais ce n'est pas un inventeur de forme conceptuelle. C'est un inventeur de forme très pragmatique. C'est-à-dire qu'il invente avec la matière qu'il a, avec les outils qu'il a. Voilà, donc c'est son processus de création à lui, c'est ça. Alors, pour tourner sans projecteur, il fallait évidemment avoir des pellicules très sensibles. Alors, il y en avait une sur le marché qui faisait 200 ASA, c'est celle qui lui sert en extérieur. Normalement, en extérieur, on tourne avec 100 ASA, enfin, on tourne 60. Donc, il se sert de la pellicule sensible du marché pour faire les extérieurs, pour avoir ce grain comme ça, ce contraste qu'on a. Et pour les nuits, et pour les choses plus... il n'y a pas de pellicule à l'époque cinéma qui font ça, et il apprend qu'il y a une pellicule de photographe qui fait à peu près 400 ASA. Avec ça, il peut même filmer la rue, par exemple à Montparnasse, la circulation. Il y a quand même quelque chose sur l'image. Donc malheureusement, c'est de la pellicule photo, c'est-à-dire c'est des bobines, c'est des bobines comme ça, c'est des chargeurs qui demandent, donc on lui colle des morceaux de cette pellicule et il l'a fait développer dans un labo, dans une machine spéciale qui traînait par là. Et donc ce film-là n'a pas été développé avec une pellicule cinéma et pas avec les développeurs normaux, si vous voulez. Donc évidemment, c'était un pari. Ça marche assez bien parce que après 3-4 ans après vont arriver des pellicules ultra sensibles. Mais là, non, elles n'existent pas, il ne les a pas. Donc ça veut dire, là aussi, c'est comment une invention esthétique passe par des choses très concrètes et passe par le manque de moyens, si on peut dire, au lieu d'en faire quelque chose, le manque de moyens, si vous voulez, au lieu de le regretter, etc., Godard en fait quelque chose. Il en fait de l'invention, il en fait de l'innovation, à peu près toujours. Son processus artistique, c'est celui-là, c'est pas le confort. Ça n'a jamais été vraiment le confort. C'est-à-dire, au contraire, s'il y a des difficultés, ça m'aide à avancer. Ça m'aide à inventer, ça m'aide à trouver des formes nouvelles ou des choses nouvelles. Alors, ensuite, évidemment, à l'époque, Godard ne pouvait pas se payer des travelling. Et en plus, il n'en aurait pas voulu, parce que sur les Champs-Élysées, il voulait que les acteurs avancent sans que les gens qui passaient s'aperçoivent qu'il y a un tournage. Ça ne marche pas toujours. Des fois, les gens regardent la caméra. Donc, au lieu de... En fait, il prend un chariot de facteurs, il met Coutard dedans, qui devait être pas très... parce que Coutard était costaud. Et il filme à travers un trou, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a des moments où les gens ne savent pas qu'ils sont dans le champ. Parce que évidemment, ça aurait été l'horreur pour Godard de dire « je bloque les Champs-Élysées »,
je fais passer des figurants, tous les gens qu'on voit sont des vrais gens. Et évidemment, il y en a qui trouvent bizarre que ce type de vent qui pousse en arrière le chariot de la poste, les postiers en général, ils poussent en avant. Ils voient quelque chose de louche, et parfois, la caméra, elle est petite, donc parfois, elle est carrément visible. Ça se voit dans les Champs-Élysées, c'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui passent et ils regardent pas Belmondo qui est un inconnu. Ils regardent le dispositif, si vous voulez, la caméra qui est en train de... Voilà, donc tout ça, ça fait partie de l'invention du film. Par ailleurs, c'est un film absolument normal sur le récit. C'est pas, après, ça sera fini, ça. À partir de Vivre sa vie, c'est terminé. C'est-à-dire, finalement, c'est un film normal. L'histoire est racontée, elle est racontée dans l'ordre. Les scènes sont, les plans, voilà, tout est linéaire, comme dans les autres films, disons, de l'époque. Alors, évidemment, la grande invention de Godard dans ce film, c'est le jeu d'acteur. C'est-à-dire, bon, d'abord, Belmondo ne ressemblait à rien aux acteurs de l'époque. Belmondo, c'est une espèce d'ovni dans le cinéma, comme ça, et Godard se dit... c'est lui qui va représenter notre génération. Alors qu'en fait, c'est pas Godard. Hein, comment dire, il y a des cinéastes qui choisissent un acteur parce qu'il leur ressemble ou parce qu'il s'identifie. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire Godard n'a pas un gramme de désinvolture, n'a pas un gramme de... Tout le côté frimeur de Belmondo, c'est le contraire de Godard. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui lui ressemble, ou c'est pas quelqu'un à qui lui peut s'identifier. Et en plus, si vous voulez, Godard, c'est quelqu'un, il est incapable de jeter une feuille de journal par terre ou de mettre les pieds sur le canapé, si vous voulez. Godard, c'est le contraire. Enfin, il a le côté protestant, très, très strict, très comme ça. Et quand on va chez Godard, il faut s'essuyer les pieds sur le paillasson 6 fois avant d'avoir le droit d'entrer, si vous voulez. Et alors, là, on voit Belmondo, d'une façon, c'est le contraire de lui. C'est une vision de lui s'il n'était pas coincé comme il l'est en réalité. C'est-à-dire, alors, ça vient aussi d'un homme qui a fasciné tous les cinéastes de la Nouvelle Vague, qui s'appelle Paul Gégov. Gégov, c'était un séducteur, c'était un dandy, c'était un type très très brillant. Et eux qui n'étaient pas ça, Romer par exemple, regardant Gégov, c'était le contraire de lui. Et Godard aussi. Mais ils se sont tous inspirés. Ça a été une espèce de modèle pour leurs personnages masculins. Et du coup, là, c'est clair, hein, le côté Gégov, et on le sent. C'est-à-dire Godard filme quelqu'un qui, dans la vie, se comporte absolument pas comme lui, y compris sur le rapport aux femmes. C'est-à-dire, il y a un côté comme ça qui n'est pas du tout Godard. Godard s'identifiera plus tard à des acteurs, mais c'est le contraire de Belmondo. Il s'identifiera à Jean-Pierre Léaud, par exemple, dans Masculin-Féminin. C'est-à-dire que Godard oscille entre des acteurs qui le représentent et des acteurs qui sont le contraire de lui. Là, on est dans un acteur qui est le contraire de lui et qui est une sorte de version libérée, si vous voulez, de lui-même. Alors, ce qui est intéressant, bon, on en reparlera plus tard, mais si vous voulez, c'est que le couple, là, l'homme et la femme, dans Pierrot le Fou, il sera inversé. Dans Pierrot le Fou, l'homme, c'est l'intellectuel, c'est celui qui lit, c'est celui qui écrit, et elle est dans la vie, elle est dans la simplicité, le quotidien, etc. C'est-à-dire le couple masculin-féminin s'inverse. Alors que les films, par ailleurs, se ressemblent, parce que c'est aussi une cavale. Ils sont recherchés par la police, si vous voulez. La structure est à peu près la même, sauf que là, c'est Marseille-Paris, et dans Pierrot, c'est Paris et le Sud, si vous voulez. C'est-à-dire le point de départ de la circulation s'inverse. Alors Belmondo, Godard est très fasciné par lui, par sa façon de jouer qui ne ressemble à rien de connu à l'époque. C'est-à-dire, vous imaginez les acteurs masculins de l'époque,
rien ne ressemblait à Belmondo, et c'était un danger du coup, parce que les spectateurs auraient pu dire qu'est-ce que c'est ce type, voilà. Et en fait, ça a marché même beaucoup, puisqu'après il va basculer dans le cinéma populaire. Alors, à nouveau, Carax a voulu faire la même chose. Quand Carax fait ses premiers films, il dit « Je vais inventer un corps masculin qui représente ma génération ». Et il invente Denis Lavant comme un petit monstre comme ça. Enfin, pour Carax, Denis Lavant devait représenter la génération de Carax comme Belmondo, celle de Godard, pour aller vite. Mais ça a moins marché, même si Denis Lavant est un génie, mais ça n'a pas marché pareil. Ça n'a pas été un modèle qui a été repris par d'autres. Alors que Belmondo, au contraire, tout le monde a voulu reprendre le modèle masculin, disons, de Belmondo. Bon, j'ai assez parlé, à vous de parler, de demander des choses. Il y a un micro. Comment s'est passée la collaboration avec le musicien, avec Oui. Là, je répète, pendant que le micro arrive, comment s'est passée la collaboration avec Martial Solal. Pour moi, c'est une faiblesse du film, Martial Solal. C'est-à-dire que l'usage de la musique, là, est très académique. C'est-à-dire qu'il a un usage soulignant, etc. Godard ne fera jamais plus ça après. C'est-à-dire, alors, à mon avis, la raison, elle est double. D'abord, c'est que quand même Godard a peur que son film soit un bide complet, que les gens n'entrent pas dans le film. Et du coup, il se dit, si je mets le petit jazz comme ça de Martial Solal, ça va aider. Donc c'est une concession. Mais je trouve qu'au montage, il n'en fait rien d'intéressant. Enfin, pour moi, en tout cas. C'est-à-dire qu'il en fait un usage très académique de cette musique de jazz, qui n'est ni géniale ni nulle, mais qui est une petite musique de jazz. Je veux dire, c'est pas du grand jazz et c'est pas très très intéressant. Et ça a marché. C'est-à-dire que parce que l'attaché de presse, qui pensait qu'il y aurait peut-être 15 spectateurs à Paris qui verraient le film, il a commencé à faire de la pub en disant il y aura le disque de la musique originale de Martial Solal, il y aura, etc. Voilà. Donc, c'est sans doute l'usage de la musique le plus faible de tous les films de Godard. Parce que Godard est très musicien. Et on voit bien que ce qu'il fait là, c'est pas ce qu'il aime. On le verra après, ce qu'il aime. Et c'est pas ça. Voilà, c'est donc, alors ça vient de Rossellini, puisque quand Rossellini faisait des films absolument inacceptables par le public, comme Stromboli, etc., son frère était musicien. Et donc il disait à son frère, fais-moi de la musique de cinéma. C'est-à-dire que comme mon film est imbuvable, mets ta musique sirupeuse. Et donc il y a beaucoup de films qui, si on enlève la musique, c'est des films purs et durs. Mais Rossellini n'était pas fou non plus, donc la musique aidait à faire passer l'austérité ou l'innovation. Donc là, je pense que c'est à peu près pareil. Moi, ça me gêne quand même. Alors il y a une deuxième chose qui me gêne, moi, par rapport à Godard, par rapport à ce que va devenir Godard après, c'est l'abus incroyable de gros plans. Jamais plus Godard ne fera une telle quantité de gros plans dans un film. Après, il va prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Mais là, il a peut-être peur aussi que les spectateurs décrochent. Donc, il y a quand même un nombre de gros plans dans le film. Il y en a 10 fois plus que dans tout autre film de Godard. C'est-à-dire, et peut-être aussi, c'était lié, il était dans des tout petits décors. Dans la chambre, par exemple, il ne peut pas faire des plans plus larges. Dans la chambre, dans la longue séquence insulaire de la chambre, il est réduit au gros plan. Mais je suppose qu'après ça, il l'a regretté. Godard, par rapport à ses films d'avant, il fluctue. Des fois, il dit c'est nul et tout. Et puis des fois, après, il revient à aimer ses propres films, si vous voulez. Le rapport que Godard a à ses films anciens n'est pas toujours le même. Ça dépend des moments où il en est, lui, par rapport au cinéma, au moment où il parle de ses films anciens. Voilà. Je me rappelle une fois avec Godard
on était passé devant une boutique de DVD pas cher, vous savez, comme ça, sur la rue. Et donc, il a fait une chose qui m'a beaucoup surpris, parce que c'est pas son genre. Il est allé voir Godard, parce qu'il y avait les noms. Et il me dit, voyez, c'est ce qui restera de moi. Mais avec tristesse, c'était À bout de souffle, Pierrot et le mépris. Et en fait, c'est ce qui reste de lui. Ce qui est terrible, c'est que ce qu'il m'a dit était assez vrai, finalement. C'est-à-dire, mais pour lui... voilà, c'était l'époque où il faisait Passion et tout ça, qui était pour lui des bien plus grands films que À bout de souffle, si vous voulez, À bout de souffle. Mais ça, À bout de souffle est un petit film, mais il le savait. Je veux dire, c'est pas, il se dit pas, je fais un chef-d'œuvre. C'est pas Orson Welles, c'est le contraire d'Orson Welles. Quand Orson Welles fait son premier film, il dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Je bouleverse le cinéma, je bouleverse l'esthétique du film, et on le sait avant même qu'il commence. Godard, pas du tout. Godard, il n'a pas le projet de bouleverser le cinéma, et il pense même qu'il ne le bouleversera pas pendant qu'il fabrique ce film-là, si vous voulez. Donc il y a eu une grande part de chance, vraiment de chance, et puis un truc un peu bête comme ça, il y avait dans ce film des choses des choses idiotes qui ont fait qu'il y a eu de la curiosité pour le film. Par exemple, tous les critiques à l'époque ont parlé de la réplique où il dit « Est-ce que je peux pisser dans le lavabo ?» Aujourd'hui, ça paraît totalement dérisoire et ridicule, mais à l'époque, c'était des choses qui marquaient, parce que c'était un peu transgressif, si vous voulez. Les vraies transgressions, c'est pas celle-là, mais il y avait des choses un petit peu transgressives. Et par contre, à l'époque, quand même, sur la nudité et sur le sexe, c'est d'un puritanisme absolu. C'est-à-dire que Godard, à l'époque, est incapable de filmer une scène d'amour entre un homme et une femme. Donc il invente le gag de « ils sont sous les draps », il y a la musique, il y a la radio, etc. Et il n'y a pas le moindre... Comment dire ? Il n'y a rien de sexuel du tout. Tout passe par le dialogue et jamais rien par l'image. Parce que Godard a toujours eu horreur de ça, c'est-à-dire des films où l'émotion sexuelle viendrait, l'émotion du film viendrait de la représentation sexuelle. Pour lui, c'est un truc immoral et inadmissible pour un vrai cinéaste. Donc là, ça se voit. Je veux dire qu'après tout, n'importe quel cinéaste médiocre de ces années-là aurait montré un peu Gene Seberg à moitié nu sur le lit avec Belmondo. Par contre, sur Belmondo, il filme beaucoup ses muscles-là, qui sont assez bien à l'époque. Donc c'est plutôt... Il s'autorise plus de choses sur Belmondo que sur elle. Sur elle, il ne touche pas. Sur elle, elle est vraiment impeccable. Il n'y a pas un début de nudité. Or, quand même, dans la scène de l'hôtel, c'est censé être des scènes qui se terminent un peu de façon sexuelle. Et il bâcle. Enfin, ça va très très vite, ça dure 3 minutes, la musiquette et tout. Et il ne montre rien, surtout ne pas montrer. Alors qu'à l'époque, c'était le début, au contraire, de la mode dans le cinéma, de montrer des nus. Même... un peu, si vous voulez, un peu édulcoré, voilà. Donc lui, pas du tout, c'est le contraire. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais. Comment il a trouvé Belmondo ? En ce sens, du coup, est-ce que c'est Godard qui a inventé Belmondo ou est-ce que c'est Belmondo qui s'est du coup trouvé ? Non, Godard connaissait une actrice qui joue dans le film, elle a un tout petit rôle, c'est celle qui est dans la chambre au début, qui connaissait Belmondo. Elle l'avait vu dans des cours de théâtre. Elle l'avait croisé, elle lui dit, j'ai vu un type là, ça serait peut-être bien pour ton film. Et Godard a commencé à le suivre, à le regarder. Et Belmondo pensait que c'était un homo. Belmondo disait, ce petit type comme ça, à l'air louche, me regardait, m'observait. Je pensais que c'était pour de mauvaises raisons. Et après, donc, ils se connaissent avant, puisque Godard a déjà fait un court-métrage avec lui. Mais quand il a fallu monter le court-métrage, Belmondo était à l'armée. Et du coup, Godard, avec sa petite voix suisse, double Belmondo.
Donc c'est assez intéressant à voir, c'est une curiosité si vous voulez. Ça veut dire qu'ils ont quand même fait avant un court-métrage ensemble, et à la fin du court-métrage, Godard a dit à Belmondo, tu seras le personnage principal de mon premier long-métrage, sans savoir que ça serait à bout de souffle. C'est-à-dire qu'il a tenu sa promesse complètement, parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose de nouveau, d'unique, de très vivant, comme ça, dans le jeu de Belmondo, qui n'était pas le jeu empesé des hommes de l'époque, enfin des acteurs qui jouaient. Il y a un côté comme ça. Et Godard dit que pour lui, le modèle, c'était Michel Simon, chez Renoir. C'est-à-dire le côté comme ça, invention permanente des gestes et tout ça. Et il dit aussi, l'autre film qui m'a permis de filmer Belmondo comme je l'ai filmé, c'est Jean Rouch, c'est Moi un noir. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui viennent de Moi un noir, c'est-à-dire dans Moi un noir, quand le héros marche et tout, il le suit. Donc le filmage de Belmondo qui marche vient des deux. Le corps vient de ce que faisait avec son corps Michel Simon et le filmage de Moi un noir. Donc voilà, ça vient de ce cinéma-là. Et l'horreur à l'époque, pour la Nouvelle Vague, c'était le cinéma français. C'est-à-dire aucun acteur du cinéma français des années 50 n'est jamais entré dans un film de la Nouvelle Vague. C'est-à-dire l'idée, c'était, si on veut révolutionner le cinéma, il faut changer tous les acteurs. Enfin, on ne peut pas reprendre les acteurs, vieux ou pas vieux, qui étaient pris dans un système esthétique qui n'a plus rien à voir avec nous. Si on veut parler de notre génération, il faut trouver des nouveaux corps. En gros, l'idée, c'était ça. Il faut inventer de nouveaux corps. Et donc, Belmondo, il l'a quand même inventé. Et, parce qu'après tout, Belmondo, je pense qu'il aurait été un assez bon acteur de théâtre. Il en a fait. Mais s'il n'y avait pas eu Godard qui s'est dit, ce type va inventer des choses dans le cinéma, sur le jeu d'acteur, et j'ai envie de le filmer, peut-être que Belmondo n'aurait fait que du théâtre, ne serait pas devenu l'acteur de cinéma qu'il a été. Et après, bon, Belmondo, sa carrière est allée très très vite, et il a fait des films très populaires. Et du coup, quand Godard a voulu faire Pierrot le Fou, Godard s'est dit, il va m'envoyer promener, quoi. C'est-à-dire que mon cinéma est trop intellectuel pour lui. Et en fait, Belmondo a été d'une loyauté absolue. Belmondo savait qu'il avait été inventé par Godard. Et que donc, même si c'était 10 fois moins payé, et voilà, il a immédiatement dit oui pour tourner Pierrot le Fou. Et en plus, ça lui rappelait évidemment à bout de souffle. Donc, voilà, c'est des relations finalement assez réversibles, enfin, puisque Belmondo n'a pas été... après, Godard a toujours aimé les stars, hein, donc après, il va faire... Et comme il dit, à la fin, à un moment donné, comme les stars, j'avais pas d'argent, j'attendais qu'ils soient dans le déclin, et que les gens ne peuvent plus les faire tourner, je le faisais tourner. Donc Alain Delon, qui est sublime, hein, chez Godard, et Depardieu, mais avec Depardieu, ça s'est très mal passé, parce que Depardieu n'était pas attentif, Depardieu ne comprenait pas ce que faisait Godard de lui. Et il a même abandonné, Depardieu, il s'est barré, quoi. Il n'a pas fini vraiment toutes les scènes qu'il devait faire. Alors que Delon, évidemment, impeccable, obéissant à tout, sûr qu'il faisait un film génial, si vous voulez. Il y a aussi l'intérêt des acteurs. Quand un cinéaste est décrété génial, évidemment, ils ont envie d'y aller, même s'ils sont moins payés qu'en faisant d'autres films. Mais pas Depardieu. Depardieu, il était déjà bien perverti par l'argent, par le succès, etc. Je voulais revenir au début du film. Il y a marqué, ce film est dédié à la Monogramme, je crois, au Monogramme Film. Il me semble que c'est un tout petit studio américain, c'est ça, qui faisait des séries B, surtout de films noirs. Et je voulais revenir à ça parce que il me semble que c'était quand même une des grandes admirations en fait des cinéastes de la Nouvelle Vague, et particulièrement Godard, je crois. Et en fait, ce qui me fascine, c'est que, peut-être qu'il aurait pu essayer d'imiter vraiment le style du cinéma film noir américain,
Et on pourrait dire qu'il le fait d'une certaine manière parce que c'est l'histoire d'un petit gangster français, etc. Mais on obtient vraiment radicalement pas la même chose, évidemment. Alors, ce que vous avez dit, c'est le manque de moyens, effectivement, le côté un peu tourné à l'arrache, etc. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est effectivement le résultat qu'on obtient à partir de cette cinéphilie qui veut tout renverser, mais qui prend quand même aussi qui a ses propres références, et en même temps dans ce film-là, qui a eu un côté un peu... vous avez dit que c'était assez transgressif, parce qu'effectivement, voilà, il y a des trucs mal élevés, il y a un tas de choses, comme aussi un esprit assez potache, je trouve, finalement, au début. Quand il prend la voiture, qui s'adresse à la caméra, qui dit allez vous faire foutre, etc. Tout est extrêmement léger, en fait, et extrêmement libre. Et je trouve que ce geste reste, même encore aujourd'hui, assez rafraîchissant à voir. Et qu'on a finalement, même si vous avez, je suis assez d'accord avec vous, il a fait peut-être ses meilleurs films après. C'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma pour tout un tas de raisons, mais qu'effectivement, on en verra d'autres peut-être plus importants dans le cycle. Mais malgré tout, voilà, je voulais juste dire que moi, je trouve que cette fraîcheur, en fait, est restée, en fait, cette liberté qu'il a eue, et qui est vraiment, qui est pas juste, qui tient beaucoup, en fait, à quelque chose d'assez ludique. Moi, je m'amuse beaucoup, en fait, quand je vois ces films, et même celui-là, ça me fait rire. J'ai toujours l'impression qu'on est dans le commentaire de ce qui se passe, dans une espèce de décalage, en fait, que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, sur le début de ce que vous avez dit, Godard, il dit j'aurais vraiment voulu faire un film de série B d'un petit studio américain, à Paris, etc. Il dit, mais d'abord, je ne savais pas faire. Techniquement, je n'étais pas au point. J'étais incapable de faire. Et en plus, je n'avais pas les moyens, y compris parce qu'évidemment, les séries B, l'éclairage est essentiel. Et là, il n'en a pas. C'est-à-dire, il dit, du coup, il reste l'idée de la série B, comme dans Une femme est une femme, il restera l'idée de la comédie musicale. Alors qu'il n'a pas un grand plateau pour faire danser les acteurs, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait eu jamais vraiment envie de faire ça de manière, entre guillemets, sérieuse, avec des moyens ? Est-ce que c'est une vraie envie qu'il aurait eue ? Non, parce que la phrase de Barthes reste valable, c'est-à-dire être moderne, c'est savoir ce qu'on ne peut pas faire, même si on en a envie. Être moderne, c'est voilà, je voudrais faire ça, mais je sais que ça n'est plus possible. Mais la nostalgie reste. Donc ça, c'est un film sur la nostalgie de la série B. Une femme sur la nostalgie de la comédie musicale. Il y en aura plein comme ça, c'est-à-dire, et c'est un bon régime pour Godard. C'est-à-dire, je ne vais pas imiter quelque chose que je ferais moins bien que le modèle, dans le cas de la série B. Et donc, il n'y a plus les outils, il n'y a plus les moyens. C'est-à-dire, la série B, en 59, on ne peut plus en faire. Ou alors, c'est les cinéastes académiques qui copient les codes, qui copient les éclairages, etc. Il y en a pas mal. Mais Godard, il a horreur de ça. Donc, lui, il dit, voilà, je montre d'où je viens, je montre ce que j'aime, mais je sais que je ne peux pas le faire, mais ce n'est pas grave. Je pars de là et je fais quelque chose qui garde parfois l'esprit de ça. Voilà. Alors après, sur les gags et tout ça, c'est un truc... Godard avait un mot d'ordre, c'était il faut une idée par plan. Parce qu'évidemment, dans le cinéma classique, on prend le type, il monte dans sa voiture, il roule, il monte les escaliers, il ouvre la porte. Ça, Godard, ça lui faisait horreur. C'est-à-dire, il faut que chaque plan ne se contente pas de raconter un morceau, mais il faut qu'il y ait une idée, qu'elle soit formelle, qu'elle soit de dialogue, etc. Et là, ça fonce. Les idées, il y en a sans arrêt. Dans la chambre, ça pourrait être une séquence très ennuyeuse. Ça dure un quart d'heure, quoi. Il y a une idée par plan. Donc ça, c'était un mot d'ordre que Godard se donnait à lui-même. Et Godard aime beaucoup réellement plaisanter, les jeux de mots, etc., dans la vraie vie. Les gens pensent que Godard est quelqu'un de sinistre. Pas du tout. Quand il se sent bien avec des gens, il est très drôle. C'est difficile à imaginer, mais voilà. Et il adore... plaisanter, les blagues et tout ça. Donc voilà, c'est une face de Godard qu'on imagine peu, mais qui est réelle. Des souvenirs, moi,
quand on allait à Roll avec Danet, tout bien, etc., à quel point on s'est amusé avec Godard. Parce qu'il était content, parce qu'il savait que nous, on arrivait, qu'on n'était pas là prosternés devant le génie, qu'on lui parlait comme à un homme normal. Même si, par ailleurs, on mesurait son génie. Et ça, là, il était à l'aise, quoi. Mais ça lui arrive peu, finalement, puisque c'est dur pour Godard d'avoir une relation normale avec des gens. Parce qu'il a ce truc de génie qui lui pèse sur les épaules et sur la tête, voilà. Et du coup, là, enfin, le dernier film, là, par exemple, c'est-à-dire il n'y avait pas un article dans la presse française qui en disait quoi que ce soit, sinon c'est un génie, c'est le dernier film du génie, etc., quoi. C'est épuisant, enfin, moi je trouve ça absolument épuisant, ce truc qui lui pèse dessus, quoi. Picasso était pas tout à fait comme ça, parce que Picasso, lui aussi, il avait une vitalité, il avait de la gaieté, etc., alors qu'il était un surgénie. Mais d'ailleurs, il y a, dans le film, ça commence la grande histoire de Godard avec la peinture, c'est-à-dire il met déjà des cartes postales comme ça, de choses qu'il aime. Il y a Paul Klee, il y a évidemment le Renoir, etc. C'est-à-dire sa culture à lui. Il met des choses dans la chambre qui appartiennent à sa culture à lui. Et même le disque final, c'est sa culture à lui. On est très surpris que Belmondo, qui a l'air totalement inculte, dise « Ah, celui-là, je l'aime. Ce disque-là, je l'aime », alors qu'on l'imagine mal écouter de la musique classique par rapport à son dialogue, enfin par rapport à ce qu'il raconte à cette fille. Donc le film, quand le film est sorti, contre toute attente, il a bien marché, mais bien marché à l'époque, ça voulait dire 200 000 entrées. Aujourd'hui, un film qui fait 200 000 entrées, c'est un bide. Je veux dire, donc, c'est-à-dire que là, on mesure l'échelle. Le film est sorti dans 4 salles. Et à l'époque, tout le monde disait, le film marche le feu de Dieu. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y avait des gens dans toutes les séances et tout ça. Mais à l'époque, ça sortait dans 4 salles. Mais ça suffisait pour la réputation. C'est-à-dire que tout le monde disait, voilà, le film de Godard a été un succès. Moins que Truffaut, hein, les 400 coups, ça a bien marché. Mais en tout cas, si vous voulez, on mesure là le décalage incroyable historique entre ce que c'était un succès à l'époque, commercial, et voilà. Alors, il a eu des problèmes avec la censure, hein. Le film a été interdit au moins de 18 ans, parce que le personnage était immoral, parce que voilà, et surtout, à cause de la scène des Champs-Élysées, la censure a trouvé inadmissible qu'il y ait des personnages de fiction avec les CRS et un personnage historique. C'était, à l'époque, scandaleux pour la censure. Donc ils ont demandé à Godard de couper. Il n'a pas coupé. Et du coup, ils l'ont interdit au moins de 18 ans. Pas pour les scènes de lit, parce qu'il n'y a rien à voir, mais plutôt pour le caractère de Belmondo, quoi. Le côté, bon, ça fait un peu peur, mais c'était quand même comme ça. La censure, disons, de l'époque. Alors, au bout de, je sais pas, une dizaine d'années, l'interdiction au moins de 18 ans a été abaissée. Et après, c'était interdit plus qu'au moins de 12 ans, je ne sais pas quoi. Comme s'il y avait quelque chose dans ce film qui puisse mériter une interdiction. Enfin, moi, en tout cas, je ne la vois pas, mais à l'époque, oui. À l'époque, oui, sur la morale, si vous voulez. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, les relations de... Et puis, en plus, la femme trahit, sauf qu'aussitôt, elle s'explique sur sa trahison. D'abord, elle ne le trahit pas pour qu'il se fasse arrêter. Elle lui dit... J'ai appelé les flics, mais va-t'en vite. C'est-à-dire, je n'ai pas appelé les flics pour qu'ils t'arrêtent, c'est parce que je veux me donner le courage de te quitter. En gros, si on résume, c'est ça le truc, quoi. Et lui, très bizarrement, il ne prend pas la possibilité de s'enfuir, il dialogue. Il continue à parler avec elle en lui disant que ce qu'elle a fait, c'est pas bien, etc. Pendant ce temps, le compteur tourne. C'est clair que la police va arriver, puisqu'elle sait qu'il a 10 minutes, en gros. Et au lieu de s'en servir pour partir, il s'en sert pour parler avec elle, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans sa tête à elle. C'est peut-être ça aussi qui gêne un peu des gens, en fait, par rapport au film de Godard, en fait. Cette façon, en fait, d'avoir un dénouement qui pourrait être hyper dramatique, et où on soit dans l'émotion, en fait, finalement, assez direct,
Et on l'est rarement chez Godard, il me semble, d'être dans une émotion directe par rapport à ce que vivent des personnages. Il y a souvent ce décollement, en fait, où on est dans la... Alors, je sais pas, c'est peut-être pas l'intellectualisation, mais en tout cas, c'est quelque chose il va voir le sens poétique tout de suite, plutôt que l'action ou l'émotion, en fait. Et il y a beaucoup de gens, je trouve, enfin, alors celui-là, c'est peut-être pas le meilleur exemple comme film, mais il y a beaucoup de gens qui disent typiquement je comprends rien à Godard, etc. Mais parce qu'ils cherchent autre chose dans le film. Oui. Bon, sur celui-là, il n'y a pas grand-chose à ne pas comprendre. C'est un film normal. Pour moi, aujourd'hui, c'est un film absolument normal. Mais en tout cas, c'est vrai que pour Godard, sa morale, c'est-à-dire l'émotion, elle doit venir du film et du filmage et de l'esthétique. L'émotion ne doit pas venir du scénario. Et au contraire, quand il y a une émotion qui pourrait aller dans le scénario, il coupe. Oui. Où il fait une plaisanterie, c'est-à-dire l'idée que ça serait quand même, pour lui, faire un chantage sentimental sur les spectateurs avec le scénario, c'est pas du cinéma. En gros, évidemment, c'est là où le clivage est très grand avec les autres cinéastes et le public. Le public, évidemment, il s'en fout que l'émotion vienne du dialogue, de l'acteur ou du film. Pour Godard, il dit, voilà, l'émotion, une bonne émotion de cinéma doit venir du film. Évidemment, dans le film, il y a aussi le dialogue, mais c'est vrai que là, il y a, dans un autre film, qui serait raconté et filmé autrement, quand Belmondo meurt, on pleurerait. Là, on n'a aucune envie de pleurer. D'abord, il fait une ultime gag, il refait son truc des 3 gestes, et Godard ne veut pas qu'on pleure. Pour lui, c'est pas ça, c'est pas ça le cinéma. Voilà, donc ça, on en reparlera sur la théorie de l'émotion chez Godard. Alors, je sais pas. Une petite question, non? Je sais pas, sinon, est-ce que on arrête là? Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être? Dernière chose? Non, c'est que, comment dire, ce film est devenu, comme on dit horriblement aujourd'hui, un film culte. Or, c'est un petit film normal de Godard. En gros, les grands films de Godard vont arriver après. Et surtout, Godard va découvrir après ce qu'il n'aime pas faire, c'est-à-dire raconter une histoire. Enfin, raconter une histoire linéairement, parce qu'il n'a jamais arrêté de raconter des histoires. Et là, c'est encore totalement linéaire. Donc c'est un film, comment dire, où il commence à comprendre ce qu'il n'aime pas. Et ça va aller assez vite. Le Petit Soldat, c'est un peu pareil, c'est une vraie histoire, etc. Mais après, la mutation, ça sera vivre sa vie. Il comprend que ce n'est pas pour lui le cinéma syntagmatique et linéaire. Il comprend que sa façon de faire le cinéma n'est pas celle-là, parce que sa tête n'est pas comme ça. Godard est quelqu'un qui, quand il parle, il va rarement au bout d'une phrase. Il s'arrête, il y a des points de suspension tout le temps. Du coup, ça veut dire que c'est son cerveau qui fonctionne comme ça. Et là, c'est pas... Enfin, comment dire, il est encore très dans le code normal du récit. Après, il va se rendre compte qu'on peut faire des films autrement, et là, il va être heureux. En disant, voilà, j'ai pas besoin de faire ce que je ne sais pas faire, ou ce que je n'aime pas faire. Là, il est encore un peu comme ça dans le... C'est normal, c'est son premier film, hein, et il joue gros, il aurait pu tout rater, et il a tout réussi. Parce que le succès de ce film fait qu'il va vivre 50 ans là-dessus, à peu près, en faisant des films qui ne marchent pas. Je veux dire, c'est très important, hein, le fait qu'à un moment, un cinéaste prend place comme ça, et après, je sais pas, le CNC, les producteurs, etc., lui font confiance. Enfin, en tout cas, disent, ça vaut le coup, je risque sur lui. Voilà, c'est très fréquent dans l'histoire du cinéma, et surtout en France. En France, par exemple, il y a le cas des Valseuses. C'était un cinéaste, il avait fait un film qui avait été un bide complet, etc. Il fait Les Valseuses, et il fait un nombre d'entrées inimaginable. Et après, toute sa vie, il a pu faire des films. Il a pu faire des films difficiles, il a pu faire des films qui n'étaient pas dans le code, si vous voulez. C'est-à-dire que ça un gros succès à un moment. Et enfin, là, c'était pas un énorme succès public, mais ça a été un débat national à bout de souffle à l'époque. Et pas que des critiques de cinéma, c'est-à-dire
tout le monde parlait d'À bout de souffle. Et évidemment, les jeunes, d'un seul coup, quand ils ont vu ça, ils ont dit, lui, ça parle de nous, pas le cinéma français, quoi. Le reste du cinéma français, c'est vieillot, ça parle de choses qui ne nous concernent plus. Et là, au contraire, il y a eu une reconnaissance immédiate que ça représentait quelque chose de leur génération. Et c'est ce que dit, après je finis là-dessus, mais Godard, quand on demandait à Godard à cette époque-là, pourquoi vous avez été aussi méchant avec le cinéma français d'avant vous, il disait parce que dans les films français, il n'y avait personne qui parlait comme nous, qui s'habillait comme nous et qui bougeait comme nous. Tout est dit. C'est-à-dire, dans ce film, c'est ça. C'est des gens qui parlent normalement, enfin qui parlent comme parler, voilà, qui ont des gestes nouveaux, etc. C'est pas, voilà, c'est pas Gérard Philippe, quoi. Pour aller vite. C'est le contraire de Gérard Philippe. Les jeunes gens de l'époque, Gérard Philippe, ça les ennuyait mortellement. Le jeu de Gérard Philippe. Donc la mutation, elle est là. Je ne sais pas pour nos jeunes spectateurs si ça évoque quelque chose, Gérard Philippe, mais c'est pas grave. Je pense que. Donc, alors, la séance prochaine, je crois que c'est Une femme est une femme. Il me semble qu'il a tourné après Le Petit Soldat, c'est ça ou... Oui, ouais, oui, d'accord. Et qui est un film absolument magnifique, où il invente à la fois tout. Il invente le cinémascope, c'est le premier dans la vague à faire un cinémascope, il invente la couleur, c'est son premier film en couleur, et il en fait une comédie musicale. C'est-à-dire là, d'un seul coup, il invente 3 choses à la fois. Et ben donc on aura le plaisir de se retrouver dans un mois. Oui, Martine, tu veux intervenir? Attends, je te passe le micro. Quand vous parlez des jeunes qui se reconnaissaient dans ce film, est-ce que vous savez qui étaient ces jeunes, quel était le public de jeunes à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, le public est très large quand même de jeunes, oui. Parce qu'il y a toutes sortes de cinémas. Et à l'époque... Oui, c'était les jeunes qui quand même étaient allés à l'école, qui avaient un peu de culture. C'est évident que ce n'était pas les couches pauvres qui se reconnaissaient dans ce film-là, parce qu'en plus les personnages de la vague, c'était des petits bourgeois, même si c'est un voyou. C'est-à-dire que c'était une couche, typiquement, les lycéens, les étudiants, voilà, c'était quand même une couche très précise de la société française, évidemment. Et rapidement, pour en revenir à Moi, un noir, ce que je trouve qui reste vraiment de ce film, c'est tout de même, c'est une fiction, mais en même temps, c'est un aspect très documentaire. Tout à fait. Sur les années 60. Ne serait-ce que parce que c'est tourné en extérieur déjà, et donc on repère. Tout à fait, parce Godard dit, finalement, on ne voyait pas Paris dans les films français, forcément parce qu'ils étaient tournés en studio. On voyait Paris dans les films américains. On voyait l'Arc de Triomphe, on voyait la Tour Eiffel. Donc lui, il filme l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, il ne fera jamais plus ça. Pour dire, on se réapproprie ça, mais en réalité, le Paris de Godard, mais ça on le verra dans les autres films, c'est les petits cafés ordinaires, c'est des lieux ordinaires, parce que c'était leur lieu de vie. Et du coup, il dit, pourquoi est-ce qu'au cinéma, on ne verrait pas les lieux où on vit vraiment? Et Godard va être très fort sur les garages, par exemple, sur les cafés, sur des lieux normaux qui avant n'existaient pas au cinéma. D'ailleurs, là, on voit déjà beaucoup de voitures qui sont même des voitures qui ne marchent pas forcément, et on pense presque à Week-end déjà dans ce film. Tout à fait. Alors sur les voitures, bon, moi, c'est une chose qui me frappe toujours quand je vois À bout de souffle, c'est que les scènes, quand ils sont entre eux, enfin, à l'intérieur et tout ça, elles sont assez contemporaines. Dès qu'on sort dans la rue, on se dit, qu'est-ce que c'est que ces vieilles voitures? D'un seul coup, le film prend 50 ans quand on sort dans la rue à cause des voitures. C'est-à-dire les films ont un vieillissement différentiel, et les voitures, c'est terrible. Alors c'est pour ça que Godard, lui, prenait des voitures qui n'étaient pas datables. Les voitures américaines, parce que c'était à l'époque une mode, et à l'époque, à Paris, il y avait des voitures américaines. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus rouler, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens avaient vraiment des voitures américaines. D'ailleurs, La Belle américaine, c'est peut-être le dernier film où la voiture américaine a eu le droit de... Aujourd'hui, c'est ou des limousines, ou des voitures françaises, enfin, ou des voitures normales.
Et Godard, il choisit que des voitures dont la datation va durer. Les petites voitures de sport, ça va durer 40 ans. Il y a quand même la déesse qui est restée dans la mythologie à cause des films de gangsters et tout ça, mais les autres voitures, on a l'impression que c'est un siècle avant, quoi, par rapport au jeu des acteurs, par rapport à ce qu'ils se disent. C'est-à-dire, il y a un choc comme ça quand on sort dans la rue. Eh ben, on peut terminer là-dessus, peut-être, et donc se dire qu'on se retrouve dans un mois pour aussi... alors, donc c'est Belmondo, Brialy, c'est ça, et Anna Karina. Parce que c'est aussi toute une histoire, évidemment. Eh bien, écoutez, merci, Monsieur Bergala. Merci.